Alors, bienvenue à tous à ce troisième webinaire sur le développement des jeunes enfants en période de pandémie. Alors, le sujet du jour va être sur les comportements prosociaux, donc un peu la suite logique des deux premiers webinaires qu'on a vus avec Isabelle les semaines précédentes. Oui, aujourd'hui, les comportements prosociaux qu'on connaît déjà, mais qui sont, en fait, le but aujourd'hui, c'est d'aller voir, pourquoi on pense que c'est des facteurs de protection, ces comportements-là, qu'on encourage, en fait, ce sont des gestes très précis et très simples à encourager. Donc, comment on peut supporter davantage le développement? On a l'impression que certains enfants, naturellement, les utilisent et d'autres, nos plus grands, à l'adolescence et même à l'âge adulte, n'ont pas encore. Oui, on va regarder dans le contexte particulier de comment on peut supporter avec des stratégies, bien sûr, mais qui sont les mêmes qu'en temps normal, mais qui demandent probablement plus de créativité. La photo de page couverture de notre présentation, deux petits qui ont l'air à être bien, qui sont dans la joie, qui sont ensemble. On peut extrapoler et dire « Ah, un avec l'autre, je pense que c'est pas nécessairement de l'entraide, ou tout, mais peut-être, qui sommes-nous? » Mais je trouve que ça exprime bien l'esprit dans lequel les comportements prosociaux s'apprennent. Ça s'apprend parce qu'on est avec nos amis, parce qu'on a des parents, des éducatrices, des gens autour de nous qui nous aident à le développer, mais on arrive à être bien avec les autres, avec ces comportements-là. Donc, comme je fais depuis quelques semaines, juste quelques définitions, parce qu'il existe plein de termes, parce que des fois, on mélange habileté sociale avec habileté prosociale, qui est le troisième point, puis c'est pas bien grave, là, mais c'est juste de se rappeler que quand on parle d'habileté sociale, on parle d'un ensemble de comportements très, très grand, très varié, très large, qui inclut les comportements de type socio-affectif dans lesquels on inclut les habiletés prosociales. Donc, l'entraide, le partage, coopérer, et prendre soin des autres, offrir notre aide et tout, ça fait partie des habiletés sociales, mais c'est juste pour dire que lorsqu'on évalue les habiletés sociales ou qu'on les évalue ou ce qu'on entend par habileté sociale, c'est aussi les comportements qui sont de l'ordre de respecter l'environnement, le matériel, respecter les règles en place. Donc, c'est pas juste là, ces comportements-là qui fait qu'on est gentil. C'est beaucoup plus large que ça, mais je vais y revenir un peu plus en détail là, dans tout ce qu'on inclut dans l'habileté sociale. La compétence sociale, quand on en parle, c'est correct de dire qu'il a une bonne compétence sociale, il a de bonnes habiletés sociales, mais la compétence sociale, c'est un pas de plus que d'avoir les habiletés ou de les connaître. C'est d'être capable de les utiliser et de manière appropriée au contexte. Donc, ça nous prend un peu de flexibilité. On avait revu ensemble la flexibilité cognitive quand on a parlé d'autorégulation. Donc, je dois m'ajuster. Chez grand-maman, c'est différent comment je dois... Il y a des règles différentes en place, il y a des standards peut-être qui sont différents d'un contexte à l'autre, d'un centre de petite enfance à l'autre, d'un milieu à l'autre. Donc, la compétence sociale, c'est d'être capable d'utiliser ces stratégies-là, peu importe le contexte, mais aussi de m'ajuster aux normes en place. Donc, la compétence sociale, elle se mesure dans un paquet de choses, mais c'est pas juste de les connaître. Donc, quand on fait passer si on questionnait les enfants, que ferais-tu dans telle situation, je partagerais, et sur papier, ils nous disent ça, on dit super, tu connais les habiletés sociales, mais est-ce qu'ils les utilisent d'une bonne manière? On n'est pas si sûr que ça. Ça faut voir dans l'action. Habileté prosociale, c'est vraiment le type les comportements très précis qui visent à faire plaisir aux autres, qu'on utilise vraiment dans une optique là, pour le bénéfice des autres. Donc, ça nous prend une décentration, ça nous prend de les connaître, puis de voir qu'il y a un impact positif. Quand je fais ça, il y a des gens qui ont l'air contents dans un premier temps. C'est très lié au développement moral, on va le revoir tout à l'heure. Mais donc, quand on parle d'habileté prosociale, c'est vraiment, et on y revient encore dans une série d'exemples de comportements prosociaux, mais donc, on entend ces comportements qu'on utilise volontairement pour faire plaisir aux autres. Alors, pourquoi est-ce important, encore une fois, le facteur protection que j'abordais en début, on sait que ces comportements-là précis, qu'on va mieux définir tout à l'heure, c'est ce qui aide les enfants à être perçus comme des bons partenaires de jeu, comme étant des amis intéressants, avec qui on a le goût de jouer. Donc, il y a des petits plus, c'est des petites choses, c'est des comportements qui font que « je me sens bien avec cet ami-là, il me sourit, il me partage des choses. » Et il y a des enfants qui ont naturellement ces habiletés-là parce qu'on va voir que dans le temps, ça peut commencer très tôt que certains enfants les manifestent. Ça ne veut pas dire que c'est gagné
et que c'est pareil pour tous les enfants, bien au contraire. Mais ça maintient, on sait que c'est cette habileté qui fait qu'on peut maintenir dans le temps des relations positives avec nos pairs. Et c'est très lié à l'acceptation positive des amis et des adultes. Je tiens à dire, là, les enfants qui ont ces comportements-là et qui les utilisent, donc compétences sociales, ils sont perçus positivement, naturellement par les adultes. Moi, je dis souvent, ben, tu sais, c'est le petit tannant qui est tannant, mais il m'a souri, il m'a aidé, il veut aider. Alors, c'est pas banal parce que je peux avoir différents défis. Mais si tu me donnes accès à ces stratégies-là, ben peut-être que je peux être perçue et accepter davantage des adultes et des enfants. Bien sûr, comme adulte, c'est notre rôle d'accepter tous les enfants, là, on se comprend bien, mais on a une tendance à peut-être à plus naturellement apprécier ces petits sourires que font certains enfants. Donc, ça joue sur la perception positive. Encore une fois, en relation entre pairs, la semaine prochaine, on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'acceptation par les pairs et le rejet, la prévention du rejet social. Donc, les types de comportements à droite de l'écran. Donc, si on dit que c'est des comportements émis pour faire plaisir, qui sont liés et qui sont liés dans le temps, laissez-moi le temps de les apprendre. Là. Faire plaisir aux autres, c'est une chose. Je vais voir que c'est important parce que tu vas me faire valoir comme adulte ou mes amis vont me sourire quand je vais les utiliser. Mais il faut que je l'apprenne, ça. Donc, ça va avec la socialisation et le temps. Et il y a des différences individuelles en très bas âge et plus tard dans la vie qui sont là, liées au tempérament, liées aux prédispositions héréditaires, à ce que mes parents ont été et sont aujourd'hui. Mais donc, dans les faits, la liste de comportements à droite, donc sourire, oui, un ami qui me sourit, ça me fait du bien, j'ai peut-être plus le goût d'aller vers lui. Notre capacité à accueillir, à dire bonjour à quelqu'un qui arrive, à partager, offrir son aide et non pas l'imposer, parce que parfois, il y a des enfants qui veulent bien. Quand je vais donner l'exemple de la différence entre connaître et l'utiliser correctement. Je veux aider comme enfant, mais parfois, comme parent, on trouve ça difficile parce qu'il a imposé son aide. Il a décidé qu'il mettait des ustensiles sur la table. Bon, il veut aider. Comment on ne veut pas bloquer ce mouvement-là? Mais en même temps, on offre. Donc, les enfants que l'on dit, oh, regarde, il a compris la manière d'utiliser, ils vont dans cette nuance-là qui s'apprend d'offrir et ne pas imposer l'aide. Réconforter, on le voit très tôt encore, les enfants qui, lorsqu'un ami pleure, un frère plus vieux ou plus jeune ou une sœur dans la maison, vont aller leur donner un objet pour les réconforter. On peut voir ça très tôt. Protéger les défenses des droits des autres. Il y a des enfants qui se mettent dans le pétrin, là, mais si associés à des comportements prosociaux, de dire non seulement moi, les autres, puis hey, je veux que tu aides les autres, c'est pas juste pour mon ami. Parfois, comme adulte, il pourrait peut-être se mêler de ces petites affaires, gentiment dit, mais c'est quand même un mouvement prosocial qui on doit peut-être dire, je vois que c'est important pour toi de le renforcer, mais en même temps de dire, je suis l'adulte et je vais décider quand est-ce que j'agis avec ton ami. Inviter un ami à jouer, ça fait partie des comportements prosociaux. L'influence, bien sûr, dans tout ce qui vient faire en sorte que des enfants l'ont plus que d'autres plus tard, plus jeunes, d'autres qui l'ont peut-être jamais. La compétence émotionnelle, j'ai mis un point d'exclamation, on a parlé la semaine dernière. Oui, donc comprendre les émotions, les exprimer, sentir que j'ai le droit, les réguler, donc avoir des stratégies pour me calmer le pompon, c'est associé, c'est un très bon ami avec la prosocialité des enfants. Les habiletés parentales, on y revient toujours, la chaleur, une réponse sensée, mais ça nous parle il y a des parents qu'il faut voir comment on peut les aider un peu plus là-dedans. Et une chose fort intéressante, en tout cas, je trouvais, c'est que non seulement l'effet sur les enfants des stratégies des parents a un impact, mais à l'inverse aussi. La prosocialité des enfants semble, entre autres, dans certaines études, ont montré que ça augmente une sensibilité parentale, maternelle en particulier. La propre compétence émotionnelle des parents. Donc, ça nous réfère au rôle de modèle. Ça nous en prend des modèles qui font ça, ces comportements-là, leur manière de gérer, de me donner des stratégies, ça aide à mes comportements prosociaux. Le style disciplinaire, que j'y reviens tout à l'heure, donc, contrairement à être punitif, c'est davantage un style axé sur une communication ouverte, l'expression, les discussions. Et la prosocialité des parents comme modèle vient influencer les différences que l'on remarque chez les enfants. Avant d'aller là, il y avait une première question au sondage qui était à quel âge vous pensez qu'on peut dire que les enfants sont prosociaux ou ont les comportements prosociaux plus développés? Alors, je pense que c'est Kate qui nous donne les résultats.
au Pamela. Il y a 85 personnes qui ont participé à ce sondage. Et concernant la question, on a 69% qui ont répondu que c'est vers l'âge de 2 ans que les enfants commencent à utiliser les compétences prosociales. Et 14% ont répondu que c'est vers l'âge de 6 ans. 13% ont répondu que c'est juste après leur 4e anniversaire. Et 4% ont répondu que c'est quand ils deviennent moins égocentriques, vers 8 ans. Merci, c'est fort intéressant. Tout à l'heure, on va les montrer à l'écran, là, les résultats. C'est parce que j'ai l'autre question, les réponses vont apparaître en même temps, donc on ne veut pas vous les montrer tout de suite, mais tout à l'heure. Intéressant, cette division des âges. Puis je pense que c'est un peu une question piège parce qu'on pourrait dire que toutes ces réponses sont bonnes, dépendamment de ce qu'on entend par prosocialité. Donc, à la diapo suivante, il y a vraiment un parallèle étroit entre le développement moral et ces habiletés-là prosociales. Donc, les 69 là, qui ont dit qu'à 2 ans, là, on voit la prosocialité, là, la deuxième boîte, j'y reviens, on y réfère. Les premières manifestations spontanées d'aide, de donner un peu de réconfort et tout, c'est vrai qu'on les voit à partir de 2 ans, que certains font naturellement, aller porter la doudou ou aller porter un objet, un jouet à quelqu'un qui a l'air triste. On les commence à le voir, ces comportements-là, mais c'est pas gagné là, à 2 ans. On s'entend que c'est des grands critères, puis c'est à partir d'eux. Mais la première boîte, on sait qu'il y a peut-être des choses là, qui viennent en préalable à ces premiers mouvements-là, dont la propension là, et la préférence des enfants qu'on peut évaluer dès l'âge de 6 mois. Vous avez peut-être déjà vu ces tests là, où on présente 2 marionnettes ou deux peluches, une qui est fâchée puis qui brise des choses et que l'autre qui est plus dans la bienveillance. Les enfants spontanément choisissent les marionnettes bienveillantes comme si on a une préférence à ces trucs-là, à ces comportements-là. Et entre la première et la deuxième année de vie, les premiers signes du sentiment de culpabilité, on les voit. Les malaises des enfants, donc qui portent leur doigt à la bouche après avoir être témoin d'un geste malveillant. On voit ces premières réactions-là, mais aussi quand ils ont lancé leur plat de spaghettis sur le tapis blanc, on voit qu'ils sont pas bien. Donc, les premiers signes de culpabilité, on les voit apparaître. Maintenant, comme on se disait, pour la compétence émotionnelle, c'est là, pour certains enfants plus que d'autres, mais nos interventions ne devraient pas aller dans le sens là d'augmenter, bien sûr, ce mouvement-là qui est déjà naturel, mais c'est vrai que ces enfants qui ont ça assez tôt et que ça commence à s'installer dans les premières années semblent à développer peut-être un peu plus facilement les habiletés prosociales. La troisième boîte, à 3 ans, les règles, je comprends un peu plus les règles parce que j'ai subi les conséquences de ne pas avoir écouté les règles, mais je comprends que le fait d'enfreindre les règles, c'est peut-être pas une bonne chose. Puis on va voir la détresse là, les enfants quand ils vont voir même d'autres transgresser, on va voir vraiment qu'ils sont pas bien. Il y a des expressions de détresse. Mais plus loin, donc 4 ans, on voit davantage, là. OK, je vois, mais je vais aller m'offrir mon aide, je vais plus facilement partager parce que je vois la détresse de l'autre et tout. Puis je tiens à dire, à 4 ans, c'est les premiers mouvements, puis bien que c'est lié à un développement moral en développement, la réponse, là, à partir de l'âge de 8 ans, quand on est décentré, aussi, on sait que c'est pas naturel. Et, les enfants le font, ils partagent à 4 ans, un petit peu avant, parce qu'ils veulent pas perdre l'accès souvent au matériel, parce qu'ils veulent faire plaisir à l'adulte, parce qu'ils ont compris que c'était une manière d'être encouragés. Mais vraiment, là, tu sais, le principe noble de l'affaire, de partager, parce que ça me fait du bien de faire du bien aux autres, ça va avec un peu plus de décentration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de partage avant. On le voit dès 4 ans, c'est vrai. On avait abordé un peu donc le lien entre ces comportements-là, puis comment ça peut aider à une baisse des comportements agressifs des enfants. On avait une question là-dessus, Pamela. Donc, on avait, si vous étiez là sur une passion, on l'avait abordé un peu, je pense, dans une question qui avait été donnée. Mais l'âge, là, où on voit la tranche d'âge auquel on voit la plus grande fréquence de gestes agressifs. Oui, merci. Concernant la deuxième question que vous avez posée, à quel âge les enfants ont-ils le plus souvent recours à l'agressivité, c'est ça? On a 78% qui ont répondu que c'est entre 18 et 24 mois. Et 19% ont répondu que c'est au cours de l'année de leur rentrée à l'école, vers 5 ans. Et 2% qui ont dit que c'est à 12 ans, 1% à l'école secondaire, environ 15 ans. Oui.
Pour la population générale, c'est davantage ces résultats qu'on obtient de dire, ah, c'est plus tard, c'est à l'adolescence qu'on voit la plus grande fréquence de ces gestes-là, mais quand on est avec des jeunes enfants à la maison ou on travaille avec des jeunes enfants, on sait que c'est une grande fréquence et effectivement, entre 18 et 24 mois avec un sommet à 19 mois, les études ont démontré que c'était la fréquence. Ça ne veut pas dire que l'intention est là, j'y reviens dans 2 minutes. Là. Il y a des formes d'agressivité que l'on remarque plus en bas âge qui n'est absolument pas intentionnelle, mais dont les comportements prosociaux peuvent contribuer à diminuer. Merci, Pamela. Donc, contribuer à diminuer les gestes agressifs, l'utilisation, bon, il y a la socialisation, il y a le fait de comprendre que c'est pas permis, les règles en cours, mais il y a aussi le développement de l'empathie. Et donc, très rapidement, première boîte, donc juste l'empathie, là, très, très simplement, là, réponse affective qui découle de la compréhension de l'état émotionnel d'une personne ou d'une situation. Donc, il y a 2 volets, deuxième boîte. Donc, dans l'empathie, il faut que je ressente ce que l'autre ressent. Et donc, quand on a parlé de compétences émotionnelles, vous savez, on parlait des mimiques faciales en lien avec ce que l'autre ressent, mon cerveau qui interprète ça. Donc, il y a quelque chose de ressenti, mais il y a quelque chose de cognitif aussi. Et ça, on pense bien que nos pratiques, et quand je vais parler de juste discipline inductive dans quelques minutes, on pense bien que c'est cette partie de l'empathie qu'on va stimuler dans l'explication des choses, l'impact des gestes, le pourquoi on fait ça, on ne fait pas ça et tout ça. Donc, l'empathie est quelque chose qui se développe, qui est très lié aux comportements prosociaux. C'est 2 bons amis, là, avec l'empathie, les comportements qu'on a décrits tout à l'heure. On parle, quand on dit que cet enfant-là, il est prosocial ou cet adulte-là est prosocial, c'est qu'il y a l'empathie qui est exprimée et il y a aussi les comportements très précis qu'on a décrits. La discipline, j'y reviens, c'est les plus inductive que punitive. Influence l'empathie, puis la culture aussi. Donc, dans la réduction des gestes agressifs, on pense bien que de soutenir le développement de l'empathie avec des stratégies qu'on va voir dans 2 minutes. C'est une bonne chose, mais c'est ça, donc juste regarder pourquoi donc travailler ces choses-là, ça peut avoir un impact sur la fréquence des gestes agressifs en bas âge. Donc, rapidement, parce qu'on pourrait passer plusieurs heures juste sur les gestes agressifs, la compréhension, parce qu'il y a une multitude de causes, de raisons, de formes. Mais grosso modo, on sait qu'en bas âge, on peut observer, là, si on va observer dans les groupes, les gestes agressifs, donc cet enfant-là, il mord pas mal, il bouscule pas mal, il frappe et tout. Il y a des bonnes chances que ça soit dans 2 grandes catégories d'agression que rendent ces gestes. Donc, ce qu'on appelle l'agression proactive. C'est l'agression qui est liée au manque de stratégie, au manque de mots, au manque de moyens pour obtenir ce que je veux. Donc, elle est liée proactive comme prosocialité dans je cherche le but, il y a un but à atteindre. Je voulais avoir accès à un jouet, je voulais avoir accès à un espace et je manque de stratégie, je ne sais pas trop quoi faire. Puis dans le fond, la main qui tient l'objet que je veux, elle va avoir une bonne morsure. L'intentionnalité n'était pas de faire mal par la morsure. La morsure était mon moyen. On appelle ça de l'agression instrumentale. C'est un instrument pour obtenir ce que je veux. Alors, quand on regarde les comportements prosociaux qu'on a décrits tout à l'heure, demander les choses, partager, inviter, on pense, c'est lié à ce type d'agressivité-là. Et quand on travaille plus, on encourage plus ça à la maison et dans nos groupes en centre éducatif, on voit une baisse de la fréquence de ce type d'agressivité-là. Maintenant, il y a une bonne amie, un autre volet, je peux réagir fortement, je peux avoir une grosse crise de colère, je fais mon explosion et puis je lance mes jouets et je fais mal à quelqu'un. Et donc, et c'est pas plus intentionnel que l'autre, là, que la proactive, mais elle est réactive dans le sens vraiment c'est lié à la régulation des émotions. Donc, notre cible avec l'agression réactive au niveau de nos interventions devrait davantage porter quand on comprend que c'est plus comme ça que l'enfant, quand il agresse sa vie d'une explosion, travailler sur l'impulsivité, quand on a abordé l'inhibition, travailler, retiens un petit peu ton idée, lire des livres où on voit qu'il y a des idées différentes par rapport à des points de vue différents. Donc, tout ce qui touche, là, travailler l'inhibition aide à réduire cette fréquence-là. Mais dans ce qu'on parle aujourd'hui, eh bien, on peut penser qu'on a un impact sur le type d'agression proactive. Alors, que peut-on faire? Illustrer. La première chose pour transmettre aux parents ou en tant que parent ou en parler aux parents,
redire comment, là, ce qu'on appelle la discipline inductive après un geste, c'est donc par opposition être tout de suite punitif, c'est d'expliquer le sens des règles, expliquer en quoi on pense que ce qui vient d'être fait, ça peut avoir causé la détresse à quelqu'un. Les raisons de pourquoi on met des règles en place, de nos attentes et tout. Donc, j'aimais bien cette photo-là où, en tout cas, je sens le petit garçon comme il n'a pas l'air très content de lui, mais il y a quelque chose qui a l'air de se passer dans on va s'en jaser un peu de ce qui vient d'être fait. Et donc, quand de juste redire aux parents, tu sais, face à un geste qui est accidentel en bas âge, de redire, ben, ce type de discipline-là, qui est de ramener, de clarifier, de nommer les choses, est associé à plus de prosocialité. Un pas de plus, dans la littérature, on nous rappelle que les discussions, et ce qui a été évalué dans les familles, où on a de types de discussions morales, là, de pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on pense que le non-respect des règles, ça peut causer des torts à quelqu'un, puis quels sont les torts, puis tu sais, ce genre de discussion-là, ben, il semble que ça favorise beaucoup le développement de la prosocialité. Maintenant, dans un contexte comme on vit actuellement, puis d'une manière générale, c'est pas évident qu'on a tous accès. Il faut être disponible, il ne faut pas être trop stressé. Voilà. Donc, les discussions morales, c'est un beau principe maintenant. Est-ce que des parents ont besoin de support pour être dans ce genre de disponibilité-là? Fort probablement. Mais c'est vrai que de leur dire, si on le sait, que les parents discutent, expliquent les choses, bien que des fois on dit, OK, il n'y a pas juste expliqué, il faudrait que l'enfant comprenne les limites, là on s'entend là-dessus, mais dans le fait, le positif d'expliquer, c'est vraiment un développement de plus de prosocialité chez les enfants. Puis nous, ben, dans nos groupes, quand on réaccueillera les enfants, ces discussions-là semblent vraiment très, très associées à la prosocialité. La puissance des relations positives avec chaque enfant. Bien sûr, cette force-là, ça se développe à la maison, ces trucs-là, mais beaucoup en groupe. Et peu importe peu importe les conditions familiales, les enfants, on peut voir qu'ils peuvent les développer avec le soutien qu'on leur donne dans nos centres et que ça passe par les encourager. Cette relation-là significative est tellement puissante, mais aussi pour certains enfants qui vont moins dans ces comportements-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Quand on sent que c'est plus difficile avec cet enfant-là, puis il n'y a pas le petit plus là, qui fait que j'ai le goût de l'aider, je m'en rends compte, je suis juste humaine, pour moi c'est ma limite, mais je l'ouvre, j'en parle parce que c'est juste normal des fois d'avoir des difficultés, mais notre responsabilité c'est de dire, si j'ai ce mouvement-là de moins aider cet enfant-là, il faudrait peut-être que je le nomme, puis que j'hésite pas à aller me chercher de l'aide. Bien sûr, faire équipe avec les parents dans un contexte actuel où on n'a pas accès aux parents, on est inquiet de certains enfants. Il demeure qu'il y a des mécanismes là, qui se sont mis en place des fois pour garder un peu de lien, mais je me dis, ces enfants qu'on sait qui sont moins dans les comportements prosociaux sont probablement eux qui ont le plus besoin de ce petit téléphone actuellement. La force du climat de groupe quand on va réaccueillir, là, de dire on ne sait pas ce qui s'est vécu, on ne sait pas comment ils nous reviennent. Juste le fait de reprendre, qu'on se redise, qu'on prenne le temps de travailler le sentiment d'appartenance. Écoutez, c'est très clair, plus il y a un sentiment d'appartenance dans un groupe fort, plus l'ensemble des enfants utilisent plus ces comportements prosociaux. Alors, bien sûr, ça va être de l'attention positive. On y reviendra dans des ingrédients de programme la semaine prochaine. Mais vous savez, le sentiment d'appartenance, c'est toutes des choses qu'on fait, qui est beaucoup fait, c'est d'avoir un nom de groupe puis de référer à ce groupe-là, les coccinelles. Allez, venez les coccinelles, je suis donc fière de vous, les coccinelles. On va dehors, les coccinelles. Non, on va pas dehors. La distanciation des coccinelles. Bon, utiliser le nom de groupe. Avoir une musique qui est notre musique, avoir notre chanson. Elle, notre coccinelle, nous, on va choisir une chanson quand on va ranger les jouets. C'est la chanson qu'on va faire jouer et de référer au groupe. Souvent, là, ça a l'air tellement simple, puis peut-être des fois même tannant d'entendre les coccinelles, mais c'est associé à un sentiment plus fort d'appartenance dans le groupe et plus de prosocialité. Bien sûr, il y a des enfants qui ont plus de difficultés, puis l'idée, c'est que ces enfants-là, qui ont un rythme différent, qu'on va essayer d'encourager ces habiletés-là, la force du groupe va les aider à les développer plus. Donc, c'est vraiment pas banal, ces stratégies-là. La création des premières amitiés, qui aide beaucoup à la moralité, aux habiletés prosociales. Puis on a deux enfants ici extrêmement jeunes. Puis on se dit, dans ce lien-là, entre eux autres, ils apprennent des choses dont, ça se fait pas mort d'un ami, il faut que je partage et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette photo-là, c'est qu'en la regardant, les deux mains gauches des enfants tiennent assez fort un paquet de cartes ou en tout cas quelque chose là, qui semble être, les deux semblent intéressés à avoir. Puis la main droite, OK, est-ce que tu veux ce bloc-là à la place, là?
Et je trouve que ça exprime bien, tu sais, les tentatives de partage. Quand on dit qu'il y en a des gestes prosociaux, là, dès 2 ans et demi, qui se présentent, c'est fort vrai. Puis ils vont continuer à le faire parce qu'ils vont dire, hey, c'est bien de partager. Mais dans les faits, je partage pas parce que ça me fait plaisir nécessairement, tu sais, parce que j'ai peut-être des choses qui sont derrière ça. Donc, je trouvais l'image très bonne. Mais je voulais dire que dans la création des liens 1-1 qu'on peut avoir, vous savez, notre objectif, c'est pas que les enfants aient plein d'amis, mais qu'il y en ait un ami ou tranquillement explorent plus avec un ami. Et ce qui explique le plus la création des liens d'amitié, c'est la proximité physique. Donc ça, dans nos groupes, on a un point, hein, qui on assoit avec qui, puis quelle amitié on veut peut-être plus encourager, puis qui se passe des choses. Les enfants qui sont plus timides et isolés, ben, de les ramener vers au moins un ami, parce que c'est comme ça, par proximité, que ça se développe. Puis qui apprennent plein de trucs, bien sûr. J'y reviens parce qu'on a parlé jeu symbolique lors de l'atelier, en fait, le webinaire sur le jeu, sur l'autorégulation. On s'était dit dans le jeu symbolique, il y a plein de choses qui se passent, on planifie les actions, on joue des rôles, on apprend aussi à, c'est ton tour de faire ça, puis c'est mon tour, donc la régulation de nos émotions. Avec la compétence émotionnelle, on se disait le jeu symbolique, même aussi a une fonction où les enfants, c'est exutoire, ils peuvent exprimer des émotions, ça peut leur faire du bien, ça suscite plus de sécurité affective. Et avec les habiletés prosociales, encore la littérature nous dit, hey, avoir des vêtements, les laisser jouer du matériel, c'est super fort. Puis là, c'est plus de langue, ben, à travers ce type de jeu-là, il y a un partage de rôles, puis il y a une alternance, puis là, c'est toi, là, c'est moi, et je veux faire plaisir à l'autre. Si je veux encore que mes amis jouent avec moi, j'ai avantage peut-être à dire, OK, est-ce que tu veux? Non, tu veux plus jouer maintenant? Je vais te laisser le lapin, là, vas-tu rester? Je vais te faire plaisir. Donc, il y a une pratique de ces habiletés-là qui sont davantage présentes. Donc, sur ce, je vais me taire et à toi, Christelle. J'avais une ou deux petites questions à Isabelle. La première concerne comment, surtout dans cette période de Covid, comment est-ce qu'on peut intégrer la distanciation sociale, mais en même temps promouvoir les comportements prosociaux? C'est quelque chose que je me demande justement si on veut promouvoir ces comportements prosociaux chez nos enfants, mais en même temps on veut pratiquer la distanciation sociale. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Ma deuxième question sera, y a-t-il vraiment un âge quelconque où, je vais formuler ceci comme ça, jusqu'à quel âge on peut enseigner le comportement prosocial? Même les adolescents, est-ce que ce n'est pas trop tard de les enseigner? Je commencerai peut-être avec la deuxième question qui est claire que c'est toute la vie. Mais ça prend, c'est ça, ça prend à les connaître, ça prend à être encouragé et voir les gains qui viennent avec l'utilisation de stratégies comme partager, inviter. Donc, c'est souvent là, ce qu'on remarque dans les cours d'école primaire, même secondaire, les enfants qui entrent le plus en conflit, c'est souvent lié à ces habiletés de premier contact, d'invitation. Je veux qu'un ami joue avec moi, mais je prends sa casquette puis je la jette dans un tas de neige ou de la terre. Puis c'est une manière de créer quelque chose, c'est une manière d'inviter. Mais on se dit, oh, que c'est malhabile. Quand on parlait plutôt, là, oh, c'est des stratégies qui manquent, qui vont dans... C'est vu comme une agression proactive. Il a lancé la casquette et là, bon, ça a dégénéré. Donc, c'est souvent, on prend pour acquis que c'est réglé à 13 ans, à 15 ans. Et ça, souvent, quand on regarde les problèmes, puis c'est particulier sur les cours d'école, c'est lié aux habiletés prosociales. Donc, absolument, ça veut dire revenir aux bases. Ça veut dire, moi, j'ai déjà, avec des enfants de fin primaire dans des classes avec des défis comportementaux, sorti des marionnettes pour apprendre... je me suis dit, ils vont me lancer les marionnettes par la tête. Eh bien, c'était ça qui avait besoin de revenir à se dire bonjour, à inviter, tout ça. Alors, pour la question, toute la vie, puis parfois pas prendre pour acquis que cela est de revenir à certaines bases, donc les apprendre. C'est quoi? C'est le comportement qui fait qu'on se sent bien avec toi. Et si tu fais ça, c'est quoi? Les amis vont avoir encore plus le goût de jouer avec toi. On va pratiquer ça. Première question. Dans un contexte de distanciation où on ne se voit plus, on ne va plus dans les centres éducatifs et bon, quand on va dehors, accueillir quelqu'un, ça se fait pas mal moins, là, à la maison, on s'entend. Mais en même temps, d'encourager, si on appelle le grand-papa, grand-maman, puis de dire, est-ce que tu lui as dit bonjour? Ou bien si on peut voir grand-maman, grand-papa à travers un téléphone, ou de dire, ah, tu lui souris, puis de juste nommer à l'enfant
ces comportements-là, quand on parle de renforcer attitude, attention positive, c'est sur le sourire, dire bonjour. Oh, grand-maman, j'ai hâte de te voir. Hey, c'est le fun de te dire à grand-maman que tu avais hâte de te voir, elle devait se sentir bien. Donc, ça se fait. C'est sûr qu'inviter des amis, bon, c'est plus complexe. Puis dehors, bon, le partage et tout ça, c'est plus difficile. Mais c'est beaucoup plus que ça, la prosocialité. Hein? C'est le bonjour, c'est l'approche, c'est montrer que je m'intéresse. Ne jamais oublier, comme moi, c'est mon repère. Ces gestes-là font sentir les autres bien. Donc, l'accueil, le bonjour, la petite pensée. Donc, je pense quand même que ça peut être là, plus à la maison. Puis quand on va réaccueillir les enfants dans nos centres, bien, en beurrer épais sur ces petits gestes, puis donner beaucoup d'attention là-dessus. Marie-France qui souligne un point à savoir, est-ce qu'il peut y avoir des carences chez nos poupons qui ont moins de contacts, qui rencontrent personne? Là, dans le contexte actuel, où est-ce que c'est particulièrement vrai? Mais bon, dans un contexte normal aussi, il y a certains bébés qui ont moins de contact avec d'autres enfants, mais est-ce qu'ils peuvent développer des carences? J'imagine qu'il y a des études qui vont devoir être menées pour évaluer l'impact de notre situation présentement, mais oui, on va avoir besoin de comprendre selon les contextes, selon les milieux, le type de milieu, ce qui se passe et l'impact. Ce qu'on revoit, nous, dans nos webinaires, c'est des comportements qui sont en développement, puis peut-être l'impact possible qui rend ça plus difficile. Maintenant, si on revient à la base, là, et qu'on se dit dans ce qui affecte, ce qui influence le développement de la prosocialité, à la base, c'est d'avoir des parents qui ont assez de support pour pouvoir répondre à mes besoins, hein, d'être dans de la chaleur, c'est les premières. Donc, un poupon, puis un enfant d'âge plus scolaire, puis ça se développe, même si on ne voit pas, il y a des enfants, les parents par choix n'envoient pas les enfants en milieu éducatif avant l'entrée à l'école formelle. Ils les développent quand même, ces habiletés-là, peut-être des fois un peu plus tard, ou quand ils commencent à être plus en groupe. Mais à la base, ça se passe quand même à la maison. Donc, ça va dépendre probablement de la capacité des parents à comprendre que c'est dans ces petits gestes-là et les encouragements qu'ils mettent en place qu'on les encourage. Donc, les carences, elles pourraient plus, je pense, être de l'ordre de nos parents qui ne sont pas capables actuellement d'être dans une chaleur, dans une disponibilité parce qu'ils ont pas, puis on va malheureusement plus le voir quand on va retourner. Je me dis, s'il y a un choix, là, si dans vos services, il y a une modalité de on appelle certains enfants pour voir ou certaines familles, c'est sûr que la priorité elle devrait être aux enfants qui nous inquiètent le plus de la capacité des parents à être dans de la chaleur actuellement. Mm-hmm. Est-ce que justement, si les parents sont peut-être pas en mesure d'entretenir ça puis de favoriser ça à la maison, est-ce qu'au niveau des intervenants, des éducateurs, c'est une perte de temps pour eux de mettre de l'effort là-dedans? Non, en fait, ça, c'est super intéressant et important de se le dire. Là. Il y a des chercheurs qui font des études à long terme, là, qui appellent longitudinales, puis on prend des mesures sur les comportements des enfants à 4-5 ans, puis on les suit pendant 20 ans, puis on regarde qui ils étaient. Puis ces études-là nous ont appris là, que peu importe, là, si tu contrôles, c'est-à-dire peu importe les variations de ce qui se passe dans le milieu familial, les milieux éducatifs qui offrent la possibilité de développer ces trucs-là. Ça veut dire quoi? À la base, un climat qui encourage ça. On a parlé de c'est quoi un climat positif. Hein, tout à l'heure, un sentiment d'appartenance, encouragement à tous, attention positive. Ben, les enfants les développent sans regard. Oui, avec des rythmes différents, mais ils vont les développer. Puis, c'est souvent les comportements que l'on voit là, dans l'étude en question que j'ai en tête, là, à l'entrée à la maternelle, des enfants qui les avaient pas, mais qui les ont apprises dans cette année-là. C'est une année très importante. Là, 5-6 ans, là, ils apprennent beaucoup au niveau de ces comportements. C'est l'entrée souvent vers plus une vie de groupe régulière. Mais c'est fou comment ils les apprennent, peu importe qui ils sont. Donc, c'est un message. Moi, quand j'avais vu ces résultats-là, il y a plus de quinzaine d'années, puis je travaillais avec dans des milieux éducatifs, je me disais, ben, ce qu'on fait là, peu importe si c'est difficile à la maison, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Ça aide. On a des impacts 30 ans plus tard d'un travail fait juste dans un milieu de vie sur ces comportements-là qui ont des impacts. OK, excellent. Il y a Marie qui demandait une précision à savoir, est-ce que l'affirmation de soi, c'est un élément distinct des habiletés sociales ou est-ce que ça fait partie des habiletés sociales? Tantôt, tu parlais d'un enfant là, qui s'affirmait, qui jetait sa casquette à terre. Oui, mais c'est excellente question parce que oui,
quand je disais que c'est un grand monde des habiletés sociales, c'est une multitude d'habiletés. Là, ce qu'on a parlé davantage, prosocialité puis compétences émotionnelles, la semaine dernière, ça fait partie de ce grand monde-là. Mais il y a aussi des comportements, et on rentre dans les habiletés sociales, la capacité à m'affirmer positivement. Donc, à dire, et même quand on met en place ces trucs-là, c'est pas que tous les enfants, tout d'un coup, doivent tout partager. Tu as le droit, tu sais, comme tout à l'heure, tu as le droit d'avoir encore le goût de jouer avec ça. Puis, moi, j'entends souvent, les éducatrices sont très sensibles à ça. C'est pas parce que l'autre le veut puis fait une belle demande, là, pro-sociale, que l'autre doit céder. Absolument. Si on ne faisait qu'encourager à être gentil pour les autres, on encouragerait une soumission. Alors que ce qu'on veut se dire, avoir une compétence sociale, c'est être bien avec soi-même et les autres. Donc, l'affirmation de soi, avec le moins agressif possible. Donc, j'aime pas ça, arrête, je veux encore continuer à jouer avec. C'est absolument être encouragé parce que ça fait partie, oui, du grand monde des habiletés sociales aussi. Excellent. Peut-être une dernière question en terminant. Certains enfants vont avoir des tendances à avoir des comportements plus agressifs ou qui semblent juste pas intéressés à faire des choses pour plaire aux autres, qui essaient peut-être même délibérément de mettre les autres en colère, ou est-ce qu'ils tirent quelque chose de positif là-dedans? Comment on peut intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? C'est sûr que quand on rentre dans le cas par cas, et ça, c'est plus complexe, mais il y a des enfants, c'est vrai, que l'on observe que c'est beaucoup moins naturel que d'autres d'aller dans ces comportements-là. Bon, pour une multitude de raisons, ce que j'ai hérité des gènes de mes parents, mon contexte familial, la capacité des parents et tout, mon tempérament, est-ce que je suis plus de feu, est-ce que je suis plus impulsif, puis je capte moins ces stratégies-là. C'est une multitude de raisons qui expliquent qu'un enfant les utilise moins. Mais parfois, puis c'est pas assez ça qu'on réfère, on a l'impression que les enfants font exprès pour nous faire fâcher. Il m'a cherché. Il sait qu'on ne met pas les pieds dans l'eau. Je venais juste lui dire, là, on s'en va dehors, il vient de pleuvoir, on ne met pas les pieds dans l'eau. Il fait pareil. On dirait qu'il veut me faire fâcher au lieu de me faire plaisir. Ces comportements-là, c'est intéressant de se poser la question. Ça se peut qu'il voulait créer quelque chose. Puis, l'intentionnalité, là, c'est quelque chose qui est plus rare, mais qui existe, de vouloir faire fâcher volontairement. Mais la plupart du temps, c'est des manques de contrôle de soi. C'est que je le sais, la règle, là, je commence à l'intégrer, on se dit 3 ans, je comprends un peu plus, mais ça ne veut pas dire que je retiens mon corps devant la flaque d'eau ou le gâteau au chocolat que j'avais déjà discuté. Donc, il faut faire attention. Parce que ces enfants qui ont l'air à tester ou vraiment volontairement nous faire fâcher, posons-nous la question, est-ce que c'est pas plus un problème de contrôle de soi? Mais on a des petits loups qu'il faut se poser un peu plus de questions, c'est vrai, qui vont plus dans de l'hostilité. On voit plus ça à partir de 3 ans et demi, 4 ans, qui semble peut-être être plus dans un mouvement « je veux faire de la peine ». C'est pas un drame, mais ça nous parle que on va porter un peu plus attention. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Souvent, c'est de la détresse. Mais donc, c'est plus rare. Dans l'ensemble des enfants qui posent des gestes d'agression dans nos centres, on dit que plus de 90 à 95 %, là, c'est de l'ordre de l'accidentel, réactif ou proactif qu'on a discuté. Mais on a un petit pourcentage d'enfants qu'on dit on va peut-être les suivre un petit peu plus près parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui est en train de s'exprimer avec ces gestes-là. Et on marque souvent une intentionnalité du geste, vouloir faire mal. C'est un petit pourcentage de ces enfants-là, mais c'est très, très, très petit. Mais quand on s'inquiète, il me semble que c'est... Ah, m'excuse, c'est pas habituel, puis il me semble qu'il fait peur. Est-ce que c'est juste une grande impulsivité? Est-ce qu'il y a aussi de la détresse? Ça demande qu'on se pose la question, qu'on observe, puis qu'on demande de l'aide pour mieux comprendre ces enfants-là. Excellent. Merci. Merci Isabelle. On arrive déjà à la fin de l'appel. Il me semble que ça passe vite. Je ne sais pas si tu avais des dernières remarques ou on peut conclure là-dessus. Sinon, que de se rappeler que c'est dans les petites choses d'être indulgent. C'est le terme que je cherchais en anglais. Je n'ai jamais été capable de dire indulgent en anglais tantôt. Mais indulgent avec nous-mêmes, se rappeler que c'est des petites choses, même dans le contexte particulier, encourager les sourires, les bonjours et tout, comme est important. Puis je voulais dire aussi que la semaine prochaine, on a la chance d'avoir un invité qui va co-animer avec moi. C'est le professeur de l'Université Laval, expert là, dans les relations entre pairs, dans ses études. Et les études à long terme que je vous parlais, il en fait partie. Michel Boivin va être là avec moi pour co-animer la prochaine rencontre. Excellent. Ça va un peu de diversité. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Alors, écoutez, merci à tous. On va conclure l'appel sur ça. Nous vous remercions encore une fois et au plaisir de vous retrouver mercredi prochain à 14h. Prenez soin de vous. À bientôt.